Bienvenue dans Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. C'est la tradition. En décembre, nous vous proposons un best-of de l'émission, une façon de résumer l'année économique dans l'Aube, une année toujours marquée par la crise de la Covid-19. Mais dans ce best-of, nous avons voulu nous arrêter sur des exemples et des témoignages positifs qui montrent la vivacité de la vie économique auboise. Et pour commencer, nous allons vous montrer les capacités d'adaptation des PME du département. C'est le secret du succès de toute entreprise, savoir évoluer au gré des changements du climat économique. C'est le cas de France Volley, situé à Arcis-sur-Aube, qui a été au bord du gouffre en 2011, lâché par ses plus gros clients qui travaillaient dans la grande distribution. Le président de l'entreprise, Patrick Froment, a réinventé son modèle économique en développant le e-commerce et en vendant lui-même ses produits sur Internet. Même histoire pour Cycleurope Industrie, située à Romilly-sur-Seine, qui fabrique des vélos électriques. Son patron, Jérôme Valentin, a dû faire face à une situation délicate au moment de sa prise de fonction. Au début des années 2010, il a réinventé le modèle économique de la société. Les stratégies gagnantes des PME auboises, c'est la première séquence de ce best-of. Eh bien, quand j'ai réécouté la vidéo, le film d'il y a 11 ans, vous me posiez la question, puisque c'était au mois de janvier, et mes vœux pour 2011. J'étais confiant, nous travaillions avec la GSB, avec l'export, tout allait bien. Mais ça ne s'est pas passé comme j'avais prévu, et dès 2012, ça a commencé à tomber un petit peu dur, en particulier le déréférencement de tout mon marché italien, qui était une grande surface de bricolage gérée par un groupe français, et puis une GSB française qui m'a déréférencé aussi. Et d'un seul coup, grande distribution de la GSB, c'est ça. Donc en fait, sur les 4 ans qui ont suivi 2011, quand j'étais ici, eh bien, tout s'est arrêté, quoi. Et j'ai fini l'année 2015 à la moitié du volume que j'avais en 2011, quoi. C'était une catastrophe, quoi. Et là où votre idée, c'était de vous intéresser à Internet et petit à petit de proposer de nouveaux produits à de nouveaux clients. Oui, j'avais commencé assez tôt, puisque je n'en avais pas parlé en 2011 lorsque j'étais ici, mais nous avions déjà en projet de démarrer Internet, et ça s'est fait petitement. Et effectivement, en 2014-2015, c'est devenu notre stratégie principale, puisque là, nous avions matière à réagir et sans dépendre des autres. Et ça a sauvé carrément l'entreprise. Ah, ça a carrément sauvé l'entreprise. Aujourd'hui, nous n'existerions pas si nous n'avions pas fait ça. Nous en parlerons tout à l'heure, mais c'est devenu une part très très importante de notre activité. Alors le sauveur de l'entreprise, c'est volersurmesure.com. Volersurmesure.com pour les particuliers. Pour les particuliers. En 2011, les ventes sur Internet, au moment où vous étiez invité de Réussite, atteignaient simplement 400 000 euros. 400 000 euros, oui. Et aujourd'hui, le chiffre d'affaires, toujours sur Internet, est de 5 millions d'euros. L'entreprise Cycleurope, en 2006, un grand plan social, d'accord, et le directeur général de l'époque, quelques années après, quitte l'entreprise. Et lorsque j'arrive en 2011, eh bien, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas de direction générale. Donc l'entreprise est un petit peu désorientée, même si l'ensemble des employés ont une volonté d'aboutir et de faire croître leur entreprise. Justement, quelles sont les décisions importantes que vous avez prises pour redévelopper l'entreprise à partir de ce constat ? Alors la première décision, je pense qu'elle s'applique dans beaucoup de cas, c'est le choix des hommes. Et à un moment donné, ce choix des hommes s'est finalement fait relativement facilement, puisque certains se sont rendus compte, en fait, qu'ils n'étaient pas en phase avec la nouvelle stratégie que je souhaitais mettre en place. Et donc, pendant les 5 premières années, ça a été de mettre en place une équipe dynamique que nous avons aujourd'hui au niveau du comité de direction. Il y a eu d'autres décisions fortes ? Oui, bien sûr. Des canaux de distribution, changement de canaux de distribution, renouvellement de l'offre produit, recrutement de nouveaux collaborateurs, donc un certain nombre d'éléments dans les différentes facettes de l'entreprise. Oui, parce que vous avez décidé de ne pas multiplier les points de vente, mais plutôt de les cibler pour être plus performants sur des points de vente spécifiques. Tout à fait, absolument. En fait, on était très dispersés en termes de stratégie de distribution, et en fait, il s'agissait de se reconcentrer sur des points de vente avec une activité plus importante par point de vente plutôt que beaucoup de petits points de vente. Ce qui est chronophage. Petite particularité aussi, c'est que vous vous êtes inscrit volontairement dans la durée pour mettre en place cette stratégie. Alors, effectivement, vous avez parfaitement raison, mais ça fait partie de la culture de l'actionnaire qui, lui, avait effectivement décidé
c'est un actionnaire familial, un actionnaire unique, et donc ça fait partie de son ADN d'investir sur l'avenir plutôt que de gérer l'entreprise au trimestre, comme le font certains anglo-saxons. L'autre idée pour développer son entreprise, c'est la diversification. Et nous avons 2 beaux exemples dans Réussite cette année. Tout d'abord, ACS, un cabinet de recrutement situé à Troyes, qui a su intelligemment se diversifier dans la médiation et l'intérim. Mais aussi Neut, une entreprise Driat spécialisée dans l'orthopédie, qui ne s'est pas contentée de fabriquer des produits, mais a aussi décidé de se lancer dans le négoce. Opération diversification, c'est la 2e séquence de notre émission. Vous l'avez évoqué, vous ne faites pas que du recrutement, vous avez évoqué l'activité d'intérim, Oui. vous faites aussi du coaching, de la médiation. Oui. Pourquoi vous êtes diversifié sur ces activités-là ? Alors en fait, l'idée, c'était d'apporter un panel très large de conseils auprès des entreprises. Et donc, ces différents métiers qui gravitent tous autour de la gestion de l'homme et de la gestion de la compétence. C'est-à-dire que demain, notre diversification, elle n'ira pas sur un métier inconnu. Elle restera toujours sur base de la maîtrise du recrutement, de la gestion de la personnalité, de la gestion des compétences. Et donc, le but, c'était simplement de s'ouvrir de nouveaux marchés, de répondre à de nouvelles demandes. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en passe de réussir, puisque on s'aperçoit qu'en intégrant de nouvelles prestations, on a de nouveaux clients qu'on n'approchait pas sur les autres prestations qui arrivent. Quelle est la diversification qui a le plus d'avenir ? Je pense que la notion de médiation en entreprise, par exemple, qui est un nouveau métier qu'on est en train de développer, elle a toute son importance, parce qu'aujourd'hui, la gestion de conflits pure et dure, directe, on cherche des solutions palliatives pour pouvoir gérer les conflits, et la médiation peut avoir son importance. En matière de recrutement, ça va être également le fait de pouvoir former les collaborateurs. Donc du coup, de parfaire son processus d'intégration et peut-être de pouvoir diversifier davantage ses recrutements, mais par contre d'accompagner beaucoup plus ses collaborateurs pour pouvoir acquérir les compétences nécessaires. On élargit un petit peu le spectre de ce qu'on propose, puisque dans les magasins, ce n'est pas que du matériel qui est fabriqué par l'entreprise Neut. On a de l'achat-revente avec des fauteuils, par exemple, ou tout un tas des cannes, ou tout un tas de petits d'accessoires qui sont très utiles aux personnes handicapées. Alors la transition est toute trouvée, parce qu'une de vos activités qui monte depuis un certain nombre d'années, c'est le négoce de produits, et notamment de chaussures thérapeutiques. Qu'est-ce que c'est exactement ce marché de chaussures thérapeutiques ? Je ne sais pas effectivement si tout le monde le sait, mais il y a un certain nombre de chaussures qui sont remboursées en fait, par la Sécurité sociale sur prescription médicale. Et donc l'entreprise a commencé cette activité-là il y a une 40aine d'années. Donc ça fait déjà un certain temps, mais ce n'est pas historique par rapport aux 100 ans d'existence. Et donc ça s'est développé et ça a pris de l'ampleur et c'est devenu effectivement en volume l'activité principale. On expédie à peu près 200 000 paires de chaussures en France, dans toute la France, à 4 500 clients, qui sont principalement des pharmacies et des magasins d'orthopédie. Donc ça passe par ces réseaux-là. Donc le médecin prescrit et ensuite le patient va chercher ses chaussures en pharmacie. La Covid-19 ne pouvait pas être absente de ce best-of, tellement l'épidémie a encore marqué cette année la vie économique auboise. Mais nous avons voulu vous montrer dans Réussite 2 PME qui, malgré la crise sanitaire, ont su tirer leur épingle du jeu. C'est le cas du Bistrot Savinien, un restaurant qui, malgré sa fermeture durant le confinement, a obtenu un joli succès avec de la livraison de plats à domicile. Mais aussi la maison de champagne Chassenet d'Ars, qui a adapté sa stratégie commerciale à la crise épidémique. Séquence spéciale opportunité dans Réussite. 2020 aura peut-être eu parmi ses vertus, s'il en a eu, de vous montrer que vous aviez finalement des clients très fidèles, parce qu'ils vous ont suivi lorsque vous avez fait cette proposition un peu innovante de bocaux. Oui, c'est vrai, c'était assez hallucinant même, parce qu'on a quand même fermé un petit peu au début du premier confinement et on ne savait pas du tout au moment de la réouverture ce que ça allait donner, et on a retrouvé toutes ces têtes qu'on connaissait, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était quand même, qu'on avait une clientèle de dingue, quoi. Vous avez même parlé d'aventure humaine. Ah oui, complètement, parce que les gens, beaucoup sont venus pour nous revoir, par solidarité. On a eu quand même beaucoup d'encouragement, que ce soit la première fois ou cette fois-ci. Même là, on retrouve de plus en plus les entreprises qui finalement se déplaçaient chez nous, qui nous remercient, nous, de venir chez eux. Enfin,
Oui, c'est une aventure humaine, c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier-là, hein. C'est pour l'humain avant tout, hein. Donc non, ça c'est top. Manuel Hénon, je le disais tout à l'heure, vous avez fait de la période de la crise sanitaire finalement une opportunité pour réfléchir sur vos marchés et sur leur évolution. Alors justement, comment vont-ils évoluer ces marchés? À quel type de clients ou nouveaux clients allez-vous vous adresser? Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous étions traditionnellement assez orientés sur les cafés, hôtels, restaurants. Covid oblige, il a fallu réfléchir, faire autrement. Donc, nous avons développé une stratégie aussi bien en France qu'à l'international, tournée beaucoup autour des cavistes, le renforcement aussi de la présence dans certains réseaux de distribution et en changeant également notre organisation commerciale, notamment à l'export, avec l'embauche de certaines personnes et de s'appuyer également sur des agences de développement commercial dans les pays que nous avons ciblés. Alors justement, quels sont-ils? Et avec, je crois, une part d'export que vous souhaitez augmenter dans l'activité totale. Oui, traditionnellement, la part d'export est entre 40 et 50%. La volonté, c'est qu'elle soit au minimum de 50% pérenne et tendre vers les 60%. Donc nous avons ciblé 7 pays qui sont les 7 pays les plus, j'allais dire, où le champagne est le plus présent, le plus distribué. Nous avions une présence assez historique en Grande-Bretagne. Là, la volonté, c'est vraiment de se redéployer en Europe du Nord, Canada, États-Unis, et puis également sur l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, des marchés intéressants. C'est un paradoxe. Malgré la crise de la Covid-19, la création d'entreprises ne s'est jamais aussi bien portée, plus 20% entre 2020 et 2021. C'est ce que nous pouvions constater au mois de mai dernier. Étonnant, alors que l'économie dans certains secteurs était à l'époque au point mort à cause des contraintes sanitaires. Comment expliquer cet engouement? Eline Wisnicki a mené son enquête. Reportage. Jonathan s'est lancé un défi, celui de créer sa propre entreprise. Un projet sur lequel le chef de cuisine travaille depuis octobre. Vu que les heures que je passais pour mes propres patrons, parce que des fois je faisais du 9h à 23h non-stop, et je me dis, vu le temps que je passe dans les entreprises pour mes patrons, je me suis dit, autant que je devienne mon propre patron. J'ai envie d'être autonome, de créer mon entreprise, de créer quelque chose de toute pièce, parce que j'ai toujours aidé des patrons à réussir dans leur projet. Mais moi, pour l'instant, j'ai toujours eu aucun projet. Son projet, créer un food truck avec lequel il se déplacera dans tout le département pour vendre des Pokéballs. Je vais pouvoir me balader un peu partout sur la région de Troyes. Donc ça sera que des fruits et des légumes qu'on trouve de saison. Il n'y aura pas de produits surgelés. Je vais essayer de travailler aussi avec les locaux. J'ai vraiment envie de rencontrer les gens et vraiment donner un côté humain à la restauration. Comme lui, ils sont nombreux à se lancer dans la création d'entreprises. En février 2021, plus de 5000 entreprises ont été créées dans la région, soit 28% de plus qu'en février 2020. Mais alors, comment expliquer cette forte augmentation dans un contexte de crise sanitaire? Avec la crise sanitaire qu'on traverse, beaucoup de personnes se sont rendues compte que finalement, travailler en autonomie, ils étaient capables de le faire et qu'il y avait plein d'outils qui leur permettaient d'échanger. Donc beaucoup ont pris confiance en eux et se sont dit peut-être que c'est le moment. Et aussi de se rendre compte qu'aujourd'hui, la situation peut vite dégénérer. On peut vite se retrouver dans des situations, être malade ou avoir des choses très très graves. Et donc, on essaie aussi de profiter peut-être un peu plus d'autres choses et de façon différente. On arrive à prendre du recul et à savoir ce qu'on souhaite dans la vie aujourd'hui. Autre paramètre à prendre en compte, la simplification des démarches, notamment avec le statut de micro-entrepreneur. 66% des entreprises créées au mois de février sont des micro-entreprises. On peut plus facilement créer son entreprise qu'il y a quelques années en arrière, notamment en partie du calcul des charges sociales, sur l'impôt sur le revenu. Et c'est vrai que quelque part, souvent, quand on veut créer son entreprise, ce qui fait peur, c'est la partie administrative. Et là, du coup, d'avoir allégé tout ça, ça permet de se sentir plus en confiance et de passer le cap. Parmi les secteurs d'activité ayant eu la plus forte évolution entre février 2020 et 2021, on retrouve notamment la restauration rapide, la vente à distance ou encore les activités de poste et de courrier. Né du monde agricole, des entreprises à vocation de nourrir les populations, Groupama, aujourd'hui est spécialisé et accompagne les entreprises et les professionnels de tout secteur. L'assurance est d'abord une entraide, possible par le partage et la responsabilité. C'est pourquoi Groupama reste proche de ses sociétaires, avec 50 conseillers et 9 agences dans l'Aube. La raison d'être de Groupama, être là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en toute confiance. Rencontrez-nous.
société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes implantée dans l'Aube, Lyon et à Paris, BDS Associés compte 150 collaborateurs qui sont tous à votre écoute pour vous conseiller et vous guider dans la gestion et le développement de votre entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs et la réussite de vos projets en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Venez pitcher votre projet pour le faire décoller à l'occasion des mercredis BDS. Retrouvez toutes les informations sur le site de BDS Associés. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bacassiers et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. L'un des enjeux de la vie économique dans l'Aube, c'est la transmission des entreprises. Un enjeu important en France. 185 000 entreprises sont susceptibles d'être cédées chaque année. Et cela se passe parfois dans de bonnes conditions. C'est le cas chez Huguier Frères. Cette PME familiale, qui a fêté ses 120 ans cette année, fabrique des produits alimentaires, notamment à base de viande. Après son père, venu dans notre studio en 2004, Agathe Huguier est la 4e génération à la tête de cette entreprise. Elle est venue évoquer ce passage de flambeau dans l'émission. Autre exemple, la Petite Marchande de Prose, une librairie indépendante basée à Sainte-Savine. Sa propriétaire, Isabelle Charcos, pense déjà à transmettre son entreprise qu'elle veut voir grandir après son futur départ en retraite. Et là, Bruno, cela ne nous rajeunit pas. Branchez la DeLorean et puis repartez en 2004 dans un décor studio un peu surréaliste, digne de Retour vers le futur 2, c'est ça? Oui, Fabrice, parce qu'à l'époque, nous recevions Alain Huguier, qui était à la tête de Huguier Frères, une entreprise qui fabrique des produits alimentaires, notamment à base de viande. Alain Huguier fait partie des premiers invités de réussite en 2004. Il nous avait raconté l'histoire de cette entreprise, plus que centenaire, 120 ans, je crois, cette année, et transmise surtout de génération en génération. La tradition a été respectée puisqu'aujourd'hui, nous recevons sa fille, Agathe Huguier, qui est à la tête de la société. Agathe Huguier, est-ce que c'était naturel de reprendre cette entreprise qui s'est transmise de génération en génération ? Naturel, oui et non. J'ai toujours voulu être bouchère, même quand j'étais petite. Ça a toujours été ma volonté. Mes premières expériences professionnelles n'ont pas été faites chez Huguier. J'ai fait mes armes ailleurs. Et puis, quand on a eu besoin de moi, on m'a proposé de me rapprocher de la famille et je l'ai fait. Après, c'était dans l'ADN, d'une certaine manière. Ça devait être un peu ça. En même temps, là, vous avez fait un parcours depuis 5-6 ans. Vous allez pouvoir aussi transmettre quelque chose. C'est aussi votre but au final. Absolument, oui. Ça, je pensais pas au départ. Je pensais que j'allais ouvrir une librairie et puis quand serait venu le moment de la retraite, eh bien, je fermerais la librairie. Mais pas du tout. Au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Les gens étaient tellement heureux de voir une librairie naître. C'était un vrai bonheur. Il y en avait qui rentraient dans la librairie juste pour me dire. Je lis pas, mais je suis tellement heureux qu'il y ait une librairie qui soit ouverte. C'est un vrai bonheur, franchement. Et aujourd'hui, je me dis, mais il faut que la librairie perdure. Et donc, effectivement, j'espère que ma collaboratrice Lucie sera prête à reprendre derrière moi, peut-être avec Camille d'ailleurs. Lucie, si vous nous écoutez, vous savez qu'elle pense à vous. En tout cas, voilà, ça sera le plaisir de transmettre et c'est ça qui fait continuer une belle histoire. Dans un monde économique difficile, il est toujours exaltant de voir des entreprises se préoccuper du climat social au sein de leur société. Dans Réussite, 2 témoignages ont montré cette année de beaux exemples en la matière. Tout d'abord, STTI, une société de transport basée à la Chapelle-Saint-Luc qui a une politique de ressources humaines très innovante. Et ensuite, Provexi, experte dans le conseil réglementaire pour les investisseurs immobiliers. La PME se développe à vitesse grand V tout en veillant au bien-être de ses salariés. La start-up est même en train de devenir une coopérative. Regardez ces témoignages. Vous avez développé en interne une politique de RSE qui ne dit pas son nom.
c'est-à-dire que vous attachez beaucoup d'importance au bien-être de vos collaborateurs. C'est quoi justement la vie d'un collaborateur au sein de STTI dans cette démarche ? Alors, le principe de base de cette démarche, c'est de permettre à chacun de s'accomplir dans l'entreprise s'il le souhaite. Déjà, il faut savoir que tout le monde ne le souhaite pas, parce qu'il y a des gens qui s'accomplissent ailleurs que dans le travail, et heureusement. Mais en revanche, si quelqu'un veut s'accomplir dans l'entreprise, on lui donne toute l'autonomie pour qu'il puisse le faire. Voilà. Donc il n'y a pas forcément de baby-foot chez nous, même si je mens parce qu'il y en a, mais il n'y en a plus. Mais disons que voilà, c'est pas forcément tous les artifices qu'on peut retrouver et qu'on entend de temps en temps, voilà, le bonheur au travail et ainsi de suite. En tout cas, c'est pas notre choix, voilà, parce que souvent ça cache quelque chose d'autre qui est un petit peu moins réjouissant. Mais on va dire que chez nous, ça va passer par pas d'objectif, pas de budget, pas de prime, pas de pointeuse, pas de fiche de poste. Voilà, laisser le maximum de latitude à chacune et à chacun pour qu'il puisse effectivement accomplir sa mission sans pression extérieure. On libère l'énergie en quelque sorte. Exactement. C'est l'entreprise libérée d'ailleurs. Je ne sais pas si ça s'appelle l'entreprise libérée. Moi, ça va peut-être pas appeler, hein, Bruno, mais je trouve que c'est un peu des formules de consultant, de consulting. Voilà, il faut trouver des nouvelles façons effectivement de commercialiser des choses. Et je ne sais pas si c'est l'entreprise libérée, même si je dois l'avouer, c'est quand même Favi et M. Zobrist qui m'ont ouvert les yeux sur cette chose-là. Je ne vais pas vous mentir. Donc, justement, en 2014, on avait montré dans le reportage que vous étiez un peu à la pointe en matière de RH, comme on dit, en prenant soin de votre personnel. C'était un peu le début de ce qu'on appelle la RSE, c'est ça ? Oui, en tous les cas, alors c'est le début exprimé, mais l'intention était déjà au cœur de cette démarche. Aujourd'hui, on a même été encore plus loin, puisqu'on a ouvert le capital aux collaborateurs, puisque l'entreprise s'est transformée en scope, qui permet justement à tout le monde de porter un regard aussi sur son entreprise, pas uniquement dans son activité, mais avoir une dimension peut-être même tous un peu entrepreneuriale, ou qui est une nouvelle dimension que prend l'entreprise, qui est en construction, puisque bien sûr la scope est récente, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à trouver. Encore une fois, Provexis, c'est avant tout à des hommes qui produisent du service. La partie logicielle n'est que le support à un travail humain. Donc voilà, assez logiquement, les choses vont de pair. Le mardi 30 novembre a eu lieu la première nuit des réussites, un événement organisé par Canal 32 qui a voulu récompenser les meilleurs talents économiques au bois à travers 11 trophées. Parmi les lauréats, Franck Lecoq, le dirigeant de Provexis que l'on vient de voir à l'écran, a été élu manager de l'année et Tismaï a été choisi comme entreprise de l'année. Pour terminer ce best-of, je vous propose de découvrir quelques extraits de cette cérémonie avec un zoom sur les 3 femmes qui ont été mises à l'honneur durant cette soirée. Découvrez leurs témoignages passionnés. Quant à moi, je vous dis à l'année prochaine. Passez de bonnes vacances de fin d'année. Le dépôt-vente de puériculture existe un petit peu partout en France. Il n'y en a pas dans l'Aube, à ma connaissance. Donc, en soi, pour notre département, c'est nouveau. Mais disons ce qui me différencie des autres dépôts-ventes, c'est mon mode de distribution. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ma boutique, je l'ai aménagée dans un camion, un poids lourd, qui me permet donc d'offrir à ma clientèle 21 mètres carrés de vente. Et donc, je me déplace principalement dans l'Aube et le nord de Lyon sur 20 points de vente, donc principalement en milieu rural, pour proposer donc aux mamans, aux futures mamans, aux grands-mères. Alors, je parle au féminin parce que c'est vrai que on va dire que 95 à 99% de ma clientèle est plutôt féminine. Alors en fait, Indivisible, c'est une solution technique avec un émetteur et un récepteur. L'émetteur, c'est une application smartphone à destination des personnes en situation de handicap. Et le récepteur est un boîtier électronique qui sera positionné en point caisse ou accueil en fonction du lieu dans lequel on se trouve. Donc l'idée, c'est que la personne puisse se signaler directement auprès du professionnel sans avoir à quémander sa place à toutes les personnes qui sont engagées dans la file d'attente. C'est très malin. C'est très très malin, il fallait y penser. Et c'est vrai que beaucoup de personnes en difficulté, donc à mobilité réduite, n'osent pas.
C'est exactement ça. En fait, surtout quand il s'agit du handicap invisible, lorsque la personne demande à passer en priorité dans une file d'attente, les personnes ne comprennent pas pourquoi elles veulent passer puisqu'elles sont debout sur leurs deux jambes et ça peut créer des tensions dans les files d'attente. C'est une aventure qui a commencé par une passion pour le soulier et qui s'est aiguisée au fil des années. Donc, quand je vous parlais de l'intégration de cette école, les Italiens sont beaucoup dans le faire pour apprendre à dessiner, pour apprendre à créer une collection. Et en mettant les mains dans le cambouis, j'ai découvert une passion. Je tenais également à vous remercier parce que je pense qu'il y a quelques années, l'artisanat n'aurait pas eu sa place dans une cérémonie telle que ce soir. Et à travers ça, je pense que mes collègues artisans seront aussi très flattés de pouvoir enfin être revalorisés. Et j'espère que ça donnera également un souffle aux générations futures.